Bonjour à tous, je suis Fatine, architecte et life coach et je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de gestion du stress, de la culture du bonheur et des relations de couple, une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel, bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles hauteurs. Sur Pep Talk with Fatine, j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer un condensé de leur propre méthode, sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. J'ai aujourd'hui avec moi Hajar Mejbar, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme La Mamounette, sur Instagram, une boule de positivité pleine de bons conseils pour vos relations parents-enfants, puisque Hajar est non seulement coach thérapeute parental, mais elle est aussi formatrice en discipline positive et fondatrice de Créabox. Bonjour Hajar. Bonjour Fatine. Bonjour, alors quel plaisir que de t'avoir avec moi et est-ce que tu peux simplement juste commencer par te présenter un petit peu davantage pour nos auditeurs et aussi nous dire qu'est-ce qui t'a mené au coaching parental? Tout le plaisir est pour moi. Je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et merci pour cette belle présentation. Tu as tout résumé. Alors moi, comme tu as dit, je suis Hajar. Je suis maman avant tout de 2 enfants. Riham qui aura bientôt 8 ans et Yahya, Inch'Allah, 5 ans. Et c'est grâce à eux finalement que je me suis retrouvée sur le chemin de la parentalité bienveillante, positive et sur le coaching parental précisément. Donc voilà, c'est lors de ma première grossesse que j'ai commencé à chercher à voir quels sont les outils que je pourrais mettre en place pour justement se sentir à l'aise avec les différentes situations que je pourrais éventuellement vivre avec Riham. Et voilà, donc c'était la parentalité positive, tout ce qui était pédagogie alternative. Super. Pour le coaching, finalement, c'est venu tout seul. Ouais. À vrai dire, j'étais parmi les premières à se marier dans la famille, à avoir des enfants. Et naturellement, j'étais dans les conseils, dans les bonnes pratiques, comment faire, ne pas faire. Et petit à petit, ça s'est étendu à tout l'entourage, que ce soit les camarades, les collègues et tout. Et c'était une reconversion professionnelle par la suite, après avoir démissionné de mon travail. C'est génial. Dès qu'on fait quelque chose qu'on aime finalement, il n'y a pas mieux. Absolument. Alors, éduquer ses enfants, tu vois, on sait tous, c'est pas une tâche qui est facile. On a tellement envie de bien faire que parfois on peut se tromper. Et les futurs parents comme moi, on se pose plein de questions sur comment gérer au mieux ce qui va arriver. Et les parents qui sont déjà dans le bain et essayent de faire de leur mieux pour éduquer leurs enfants, ils font de leur mieux pour les éduquer positivement, mais ils font certainement face à des situations où ils se demandent mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il m'a dit ceci, il m'a dit cela, comment je gère cette situation? Parce que finalement, l'éducation, c'est une énigme, c'est une sorte d'équation à plusieurs inconnus. Mais plus on a d'outils et de techniques, comme tu en as, mieux on peut s'en sortir et surtout déculpabiliser un petit peu. Donc, qu'est-ce que vraiment la discipline positive, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en quoi elle consiste, et à partir de quand elle devrait se mettre en place avec nous, avec nos enfants? Déjà, la discipline positive, je dirais que c'est une approche. C'est pas une recette magique, c'est pas un livre ou une méthode à appliquer étape par étape, mais c'est vraiment du feeling, c'est une intuition. C'est beaucoup de bienveillance déjà avec soi-même. Avant que ça soit avec les autres, si on est bienveillant avec nos principes, nos valeurs, si on s'accorde ce droit à l'erreur finalement et qu'on se dit finalement personne n'est parfait, le syndrome du parent parfait n'existe pas. Donc c'est de là où la discipline positive basée sur la psychologie individuelle de chaque personne est venue pour nous apporter quelques outils qui pourront nous accompagner dans cette parentalité consciente. Quand on parle de prise de conscience, c'est vraiment la clé pour trouver des solutions, pour être déjà présent lors d'une situation et d'être dans l'action réfléchie au lieu de rester dans la réaction reptilienne, donc les automatismes, les cris, les humiliations qu'on a tendance à dire et à faire, et après on culpabilise. Donc c'est là tout l'intérêt d'avoir le full mindset, cet esprit de présence, être présent physiquement, émotionnellement, mais aussi mentalement face à des situations qu'on juge inappropriées.
Donc aujourd'hui, avec la discipline positive, si on arrive à faire vraiment une évolution dans le monde de l'éducation, c'est parce que c'est basé sur le respect mutuel. Un respect, c'est pas le fait de tu me respectes et je te respecte. C'est pas le respect parent, enfant, parent, mais c'est plutôt je me respecte en tant que parent. Je respecte mes émotions, je respecte mes faiblesses, je respecte mes états de fatigue, je respecte l'enfant et c'est l'enfant qui va me respecter. C'est ça l'équation difficile et le triangle difficile à atteindre. Mais tu dois me respecter parce que je suis ton papa ou ta maman, mais je me respecte d'abord pour avoir ce respect. Ça de un. La discipline positive est basée sur l'encouragement. Quand on parle d'encouragement, c'est vraiment une valeur incroyable, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Mais nous, aujourd'hui, on a besoin d'être encouragés. L'encouragement pour l'enfant est quelque chose d'indispensable, de vital, qui va l'aider à retrouver toutes ses capacités, à croire en ses capacités et à prendre beaucoup d'initiatives. Et ensuite, la discipline positive, c'est beaucoup d'empathie, que ce soit envers les enfants dans des situations qu'on juge normales, entre parenthèses, mais aussi dans des comportements inappropriés qui nous mettent en colère, qu'on juge comme bêtises ou comme du non-respect du développement de l'adulte. Du monde de l'adulte. Alors, la discipline positive, justement, pour la cadrer, c'est deux choses vraiment fondamentales. C'est la fermeté, être ferme. On ne va pas dire bienveillance, c'est-à-dire on va laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, mais il y a de la fermeté. Cette fermeté va respecter l'environnement de l'adulte, c'est-à-dire il y a des règles à respecter, il y a un cadre à mettre en place, et ce cadre va en fait rassurer l'enfant. C'est pas l'idée d'être ferme, autoritaire, violent, on va humilier l'enfant ou le punir, mais vraiment être dans le respect du cadre du parent. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire une activité avec mon enfant, par exemple, eh bien, je vais être ferme. Voilà, on s'est mis d'accord que quand on rentre, il y a un moment de maman, un moment de papa, et après, on pourra se mettre ensemble à faire quelque chose. Donc ça, c'est une règle. La règle, c'est qu'on mange, par exemple, assis. Voilà, quand on se met debout, il y a automatiquement une conséquence logique. Donc, est-ce que tu veux arrêter de manger ou de t'asseoir? C'est ça la fermeté. On ne laisse pas l'enfant libre de faire ce qu'il veut. Et il y a la bienveillance qui va respecter les émotions, les étapes de développement de l'enfant, le besoin d'apprentissage. Et on va cadrer tout ça dans une approche d'amour, d'empathie et de respect. Donc, c'est la fermeté qui va respecter le parent et la bienveillance qui va accompagner l'enfant dans son développement et sa curiosité. Et c'est là toute la magie de la discipline positive. Elle va nous permettre finalement un équilibre entre ce que je veux moi en tant que parent, je veux que mon enfant soit épanoui, oui, mais j'ai besoin d'être dans un environnement propre, calme, une maison bien rangée, des heures par exemple de repas bien précis. On ne peut pas laisser un enfant faire ce qu'il veut parce qu'il va être de un perdu, il a besoin d'un cadre. Il est né pour avoir un cadre, mais après, on aura un enfant roi, un enfant gâté, un enfant qui ne sait pas prendre des décisions. Donc, la bienveillance, c'est pas le laxisme, c'est pas le laisser aller, le laisser faire. C'est très, très bien. Franchement, c'est vraiment ça. Donc, tu as mentionné l'empathie qui est très, très importante. Donc, il faut être ferme et en même temps être bienveillant. Donc, il faut un peu réussir à concilier ces choses et de la bonne manière. Absolument. Et déjà, pour répondre à la deuxième partie, quand est-ce qu'on pourrait la mettre en place? Dès la grossesse, vraiment avant même la naissance d'un enfant, on accepte cette grossesse, on la vit dans tous ses états, la fatigue, les nausées, la joie, le bonheur, peut-être la peur, la frustration de ne pas pouvoir sortir ou faire quelque chose qu'on faisait avant. Donc déjà, on commence par accepter cette étape de grossesse, aimer l'enfant avant de le voir. Tout est question d'ondes, d'énergie, tout est question de réflexion et d'émotion qu'on va transmettre à cet enfant. Et bien sûr, dès la naissance, comprendre qu'un enfant a besoin de nous, a besoin de beaucoup d'amour,
il a besoin d'être en fait accueilli et rassuré. Donc, un enfant a des besoins physiologiques à satisfaire dès la naissance. Et c'est là, donc, quand on arrive à équilibrer les besoins personnels, que ce soit physiologique, d'amour, d'estime et d'accomplissement de soi d'un adulte et d'un enfant, qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Et c'est là toute la bienveillance mise en place dès la naissance. C'est génial, j'adore. Alors, en tant que parent, tu vois, on a tellement envie de bien faire, mais finalement, il est fort probable qu'on fasse des petites erreurs de temps en temps ou qu'on s'y prenne un peu mal. Est-ce que dans ces situations, est-ce qu'il est possible un peu de se racheter, comme on dit, et surtout, comment faire pour déculpabiliser et pour mieux avancer par la suite? C'est ça le syndrome du parent parfait, malheureusement, qu'on vit aujourd'hui. Et, et vraiment, c'est la base de tous les problèmes. Si je me permets de dire, quand on est face à cette recherche de perfection euh, continue, on est tout le temps face à des frustrations. Je n'ai pas bien fait, j'ai grondé peut-être, j'ai crié sur mon enfant, j'ai pas préparé le healthy food pour mon enfant. Donc, c'est toujours cette quête de perfection qui fait que nous traînons ce sentiment de culpabilité. Les fondateurs de la discipline positive, l'un des premiers fondateurs, donc Adler, nous a dit, trompez-vous exprès. Face à un enfant, trompez-vous. Accordez-vous cette possibilité de commettre des erreurs pour justement faire apprendre à l'enfant comment gérer l'échec, comment apprendre de ses erreurs. Et aujourd'hui, le parent parfait n'existe pas et on ne peut pas être parfait. On ne doit pas être dans la quête de la perfection. On a le droit de se tromper. On va faire des erreurs avec nos enfants sans pour autant culpabiliser. Il y a la manière et la méthode de réparation. Comment se racheter, comme tu as dit, d'une manière sincère, authentique, avec beaucoup de respect de la situation. Comment on va pouvoir transmettre à notre enfant aujourd'hui que l'erreur est une excellente opportunité d'apprentissage, déjà par commencer nous-mêmes à admettre cette erreur, à prendre notre part de responsabilité. On a cette tendance de dire à un enfant, je ne l'ai pas fait exprès, pardon, je suis désolée. Ça ne suffit pas. Si on n'est pas sincère, et voilà, on prend notre part de responsabilité. On va prendre l'exemple d'une maman qui vient de chercher, par exemple, son enfant de l'école. Il va commencer à crier, à chouiner, à pleurnicher devant l'épicier du quartier. Ouais. Donc, toutes les écoles, on va trouver une épicerie à côté qui crée tous les problèmes pour les mamans et les parents en général. Et là, il était tellement stressé, par exemple, qu'elle l'a tiré de force, lui a dit, viens, on va monter en voiture, c'est l'heure de rentrer à la maison. Une fois dans la voiture, elle a commencé à culpabiliser. Elle s'est dit que finalement, ça pourrait être fait d'une autre manière. Et c'est là où le processus de réparation pourrait être très utile pour l'enfant et pour le parent. Tout simplement en reconnaissant l'erreur. C'est la reconnaissance de l'erreur. Tout à l'heure, c'est vrai, je me suis mal comportée. Peut-être mais j'étais stressée, j'étais fatiguée, je voulais rentrer. La prochaine fois, j'aurais pu, par exemple, tout à l'heure, j'aurais pu écouter ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la prochaine fois? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Donc, le faire Et à ce moment, participer. exactement, la recherche de solutions avec l'enfant. Et ça commence dès l'âge de 3 ans et demi, dès que l'enfant commence à vraiment avoir une logique, à pouvoir constituer des phrases correctes, et compréhensibles. Donc, à ce moment-là, on pourrait intégrer l'enfant dans le processus de recherche de solutions. Et ça, ce qui est génial. Déjà, les enfants naissent avec une grande capacité d'empathie. Ils sont empathiques Vraiment, c'est inné chez eux. De nature, ils sont empathiques. Dès le moment où on commence à reconnaître l'erreur et la part de responsabilité, on sent que l'enfant se calme. Il retrouve son petit sourire. Déjà, le fait de dire, maman, je suis vraiment désolée, tout à l'heure, j'aurais pas dû te crier dessus, j'étais énervée, j'étais en colère, c'est moi qui suis responsable en fait. Mais quand on parle de réparation, c'est pas la culpabilité, c'est pas le fait de s'excuser sans fin, c'est pas le fait de vraiment euh, théâtraliser ou la dramatiser la situation, mais vraiment être sincère et authentique avec l'enfant. Et Montrer après, qu'on veut vraiment changer les choses.
Exactement, exactement. Et l'idée, en fait, c'est pas de commettre à chaque fois des erreurs et de les réparer, mais que ça devienne un processus intégré chez le parent. Avant de réagir d'une manière automatique, on va prendre le temps de réfléchir et se poser surtout la question, qu'est-ce qui va se passer si jamais je dis oui? Qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que ça pourrait pas prendre ouais, 2 secondes, 3 minutes? Peut-être l'enfant veut juste passer à côté de l'épicier juste pour voir ce qu'il y a dedans. Il n'a pas besoin d'acheter, vraiment d'accompagner ce besoin de l'enfant. Et on sait tous que quand l'enfant sort de l'école, c'est tout un état émotionnel de crise, c'est une tempête émotionnelle qu'il a envie et qu'il a besoin de décharger en voyant la figure d'attachement qui est finalement sa maman. Donc, déjà, le fait d'être prête à recevoir cette décharge émotionnelle va changer toute la donne. Donc, la réparation est un excellent moyen qui va permettre à l'enfant de comprendre que finalement, la perfection n'existe pas, que mes papa et maman peuvent se tromper. Ça Et c'est poussera aussi l'enfant à faire de même le jour où il se trompe, d'oser dire pardon, d'oser absolument, expliquer ce qui s'est passé, etc. absolument, absolument. Et déjà, oser faire des erreurs. L'éducation traditionnelle, historique, aujourd'hui, pourquoi elle est souvent sous les lumières des experts? Parce que justement, il y a la punition derrière. Et pourquoi la punition? Aujourd'hui, on essaie vraiment, on montre à tous les parents que ça ne sert à rien de punir, parce que le premier élément clé de la punition, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, eh ben, tu seras châtié, tu seras puni, tu seras privé de faire quelque chose. Donc l'enfant, soit il va cesser de prendre l'initiative par peur de ne pas réussir, ou bien il va faire une bêtise, il va la cacher. Il va commencer à mentir, il va commencer à trouver sur qui jeter la responsabilité. Et c'est ça. Donc, par contre, la discipline positive ou bien toutes les techniques de parentalité consciente, on va inviter l'enfant à faire une erreur et à avoir les outils pour la réparer. D'accord. Faut vraiment l'inviter à participer et à dire, OK, tu as fait une bêtise. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer ça, pour arranger les choses, au lieu de lui dire juste, tu vas dans ta chambre, tu es puni. Absolument. Et donc là, il n'y a pas de bêtise, c'est juste un comportement qu'on juge inapproprié, mais qui répond à un besoin de développement de l'enfant. Que ce soit le fait de renverser, par exemple, un peu d'eau sur la table. Si on est conscient que l'enfant veut juste exercer un petit mouvement manuel pour voir est-ce qu'il aura cette capacité de transverser l'eau dans le verre, s'il renverse et qu'on lui pose, par exemple, un petit bout de papier, un chiffon, une éponge pour essuyer, et bien la prochaine fois, il va renverser. Il aura peut-être un peu d'eau par terre. Il va tout seul, c'est ça l'autodiscipline qu'on va enseigner à l'enfant. Il va chercher la petite éponge, essuyer et refaire l'expérience. Au bout de 3-4 essais, il n'aura plus besoin d'essuyer parce qu'il aura acquis ce geste qui est finalement un exploit pour lui. C'est ça. Et c'est à nous, parents, en fait, de réaliser simplement que c'est un âge qui est encore jeune. C'est normal qu'ils se trompent, c'est normal qu'ils renversent. Ça ne sert à rien de s'énerver. Nous aussi, à leur âge, on faisait des petites bêtises comme ça et c'est tout à fait normal. Ce ne sont même pas des bêtises. C'est normal qu'ils ne sachent pas faire ce genre de choses maintenant. Pourquoi s'énerver alors? C'est ça. L'une des expressions et citations de Le Petit Prince que j'adore, Ouais. c'est tous les adultes étaient des enfants, mais peu s'en souviennent. C'est à ce moment-là, vraiment devant un comportement inapproprié, qu'on pourrait se dire, moi, à son âge, j'avais fait la même chose. Comment j'aurais aimé que mes parents réagissent? Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Et c'est ça l'empathie alors. C'est se mettre à sa place et se dire qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là et comment je peux y répondre du mieux possible. Absolument. Et finalement, tous les comportements et tous les conflits qu'on vit avec les enfants naissent à la base, c'est vraiment des émotions personnelles. Soit on est en colère parce qu'on n'a pas fait un travail, le boulot, soit on est fatigué, soit on est frustré, on n'a pas pu sortir avant. Donc, c'est tout, vraiment tous les éléments intrinsèques, je dirais, de l'adulte qui font réagir l'enfant d'une manière inappropriée. Ils ressentent toutes les émotions.
Quand on est stressé, d'ailleurs, toutes les mamans aujourd'hui peuvent se retrouver dans ces situations. Elles vont dire que c'est vraiment le jour où je me sens fatiguée. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. C'est à ce moment-là où mon enfant se comporte de la manière la plus révoltante possible. Mais c'est vrai, parce qu'il absorbe toutes les émotions et il va essayer de trouver, oui, il ressent cette frustration, il va essayer d'attirer notre attention pour voir ce qui se passe. Et nous, au lieu d'écouter ces émotions, au lieu de trouver la clé pour remédier à cette frustration, à cette colère, eh ben, on va se mettre en colère contre l'enfant. C'est ça. Donc, il faut se coacher d'abord avant d'aller coacher son enfant, quoi. Absolument. C'est ça. Alors, il y a un élément qui est très important qu'on doit cultiver dès le plus jeune âge, en tout cas du mieux possible, c'est la confiance en soi. Parce que si on a confiance en nous, qu'on a de l'estime pour nous-mêmes, on peut forcément réussir, mieux réussir en tout cas dans la vie, mieux s'aimer, mieux réussir professionnellement aussi et personnellement. Donc, comment faire pour injecter et cultiver la confiance en soi chez un enfant dès le plus jeune âge et surtout comment faire pour la maintenir, pour qu'il ne la perde pas au fil du temps? Déjà, la confiance en soi n'est pas innée, il faut le dire. On ne naît pas avec cette confiance. On est vraiment comme une page blanche et on est là pour accueillir toutes les expériences qu'on va vivre. Et à travers ces expériences, tous les enfants vont faire des interprétations. Le cas d'une maman qui va rentrer, par exemple, de la clinique portant un petit bébé et l'aîné va voir sa maman rentrer et il a l'habitude d'aller s'accrocher à sa maman, lui faire un câlin quand elle rentre de la clinique. La maman a les mains, par exemple, remplies et elle porte son petit bébé et n'a pas comment câliner son enfant. Donc là, c'était l'expérience vécue. L'enfant va percevoir sa maman en train de porter un autre bébé. Il s'est senti triste, en colère, il ne comprend pas ce qui se passe. La croyance qu'il va avoir, c'est que maman ne m'aime pas. Elle ne m'aime plus comme avant et ne veut pas me faire un câlin. D'accord? Et après, il va revivre l'expérience une fois, deux fois, trois fois et cette croyance va devenir un comportement et une réalité. Donc, ce qui était une perception va devenir une réalité. Et là, c'est vraiment ce système de croyance qui va faire en sorte, soit on a cette confiance en nous, en notre famille, ou là dans le monde entier. On va se faire une idée sur ce qu'on peut faire. Moi, je suis capable, je suis incapable. Moi, je peux réussir, non, je ne peux pas réussir. Mes parents sont gentils, non, ils sont pas gentils. Le monde est rassurant, je peux faire confiance dans mon entourage, non, je ne peux pas. Et c'est à ce moment-là où la discipline ou la parentalité consciente vient nous dire, pour donner cette confiance en soi, il va falloir mettre l'enfant dans des situations de capacité. Dès le jeune âge, on va essayer de l'encourager. L'encourager à travers des actions à mettre en place, à travers des phrases, à travers des expériences. À chaque fois qu'il réalise quelque chose de nouveau, par exemple, il arrive à lasser ses chaussures à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. On va à chaque fois lui dire, aujourd'hui, il va me dire, maman, je peux pas le faire, je ne sais pas lasser mes chaussures. Oui, je sais qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le faire, mais tu te rappelles la dernière fois, tu ne savais même pas enfiler le petit lacet. Aujourd'hui, tu y arrives et tu pourrais faire autrement. Tu pourrais faire une autre étape. Tu pourrais réussir. Je pourrais t'aider si tu as besoin de moi. Mais vraiment être dans l'accompagnement de l'acquisition des compétences. Ça de un. Le deuxième point pour vraiment développer cette confiance en soi chez l'enfant, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, c'est excellent. Quand on sait qu'un enfant a juste besoin d'être aimé inconditionnellement pour qu'il ait sa confiance en soi, ça, c'est la base. On ne demande pas qu'il soit vraiment dans des écoles qui coûtent très cher, avoir le meilleur suivi, avoir les meilleures activités parascolaires, avoir la meilleure chambre pour qu'il ait confiance en lui, mais juste qu'il se sente aimé inconditionnellement. Quand il est, par exemple, dans une situation d'incapacité, on va essayer de lui dire, oui, tu as eu un comportement inapproprié, tu t'es mis en colère, mais moi, je t'aime dans tous ces états. Je n'aime pas ton comportement, mais je dissocie le comportement de ta personne. Moi, je t'aime et je n'aime pas ton comportement.
Je n'aime pas ce que tu as fait. Parfois, on se retrouve hors de nous. Ça y est, je ne t'aime pas. Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus mon garçon. Si tu fais ça, tu seras mon garçon. Et c'est ce chantage qui va faire en sorte que l'enfant va toujours attendre l'approbation de l'autre, va avoir cette quête Je de ne serai validation aimé que si externe. je fais ce type de choses, c'est ça. Donc forcément, il ne Exactement. s'aimera pas lui-même, il pensera qu'il n'a pas de valeur que quand, en tout cas, il fait ces choses-là. Mais dans le cas inverse, il aura moins Absolument. d'estime pour lui-même. Exactement. Et c'est là Ouais, tout le c'est danger de évident. cette quête de validation externe. Et autre point qui va vraiment, euh, je dirais, anéantir et, et vraiment tirer l'enfant vers cet état de non, moi je ne peux pas réussir, c'est les étiquettes. C'est Ouais. quoi les étiquettes? Toi, tu es méchant. Toi, tu es paresseux. Toi, tu ne fais jamais ça correctement. De toute façon, tu ne vas pas le faire. Et à chaque fois, l'enfant va recevoir ces étiquettes et ça va rentrer dans le système de croyance dont j'ai parlé tout à l'heure. De toute façon, maman me dit que je suis incompétent, que je ne pourrai jamais réussir. Eh bien, je ne vais pas réussir. Je ne peux pas le faire. Ça. Et c'est là où on a cette limite qu'on est avec, qu'on grandit avec, ces limites et ces croyances qui vont nous bloquer en tant qu'adultes. Je ne peux pas me lancer dans un projet, je ne peux pas parler en public, je ne peux pas me marier avec telle ou telle personne, je ne pourrai jamais être une bonne mère, un bon père. Et toutes ces croyances limitantes et ces blocages sont justement tirés de notre enfance. Ouais, tout à fait, c'est ça en fait. Et donc on construit ces pensées négatives et ces pensées limitantes qu'on va traîner avec nous tout le long. Et quand on grandit, ça implique des choses dans le Exactement. quotidien même. C'est ça. Et on a tendance à complimenter l'enfant. Bravo, tu es le plus fort, tu es le plus courageux, tu es le... Et on croit qu'on fait bien la chose, qu'on est vraiment dans l'encouragement, alors qu'on a l'effet inverse. À force de D'accord. complimenter un enfant, à force de le complimenter à tort et à travers, il va se croire supérieur aux autres et le jour où il ne va pas recevoir ses compliments, il aura un doute. Pourquoi j'ai pas été complimenté? Pourquoi on m'a pas félicité? Donc, j'ai pas bien fait la chose. Qu'est-ce qu'il faut Et faire c'est là alors à la place? c'est l'encouragement. L'encouragement est vraiment se dire tu as réussi ça et se baser sur une preuve. Encourager est lié à un contexte, à une situation. Je vois que tu as réussi à faire tes lacets maintenant. Mhm. Maintenant. Mais si à chaque fois je sais pas, qu'il s'habille tout seul, oh bravo, tu es un grand garçon, tu t'habilles tout seul. Mais ça, c'est la base. C'est la base de l'autonomie d'un enfant. Et on est là pour l'accompagner dans l'encouragement et pas dans les félicitations D'accord. et les Donc, par exemple, notre enfant vient avec un dessin, quelque chose qu'il a dessiné. Maman, regarde, j'ai dessiné. Au lieu de dire, oh, c'est super, magnifique, tu dessines trop bien, de le faire participer un peu à la discussion, lui dire, oh, j'aime beaucoup ceci, l'arbre que tu as, vraiment être plus spécifique en fait. Exactement. D'accord. Et Exactement. C'est l'inviter ça vraiment. à se critiquer aussi. Absolument. Et c'est ça. Quand D'accord. on parle du dessin, par exemple, là, il m'a ramené un dessin. Je lui dis, qu'est-ce que tu as dessiné? Montre-moi ce que tu as fait. On est dans la description du dessin. Déjà, le message envoyé. Et maman, elle s'intéresse à ce que je fais. Hmm. Mais chérie, bravo, très bien. Tu es un artiste, tu es un grand peintre. Déjà, ça de un, elle s'intéresse à ce que j'ai fait. Elle s'intéresse à mon dessin. Qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dessiné un arbre, un soleil, un poisson, un oiseau. Et comment tu trouves ton dessin? Moi, je le trouve très beau, maman. Peut-être je vais rajouter une petite fleur ici. Et c'est là vraiment la participation de l'enfant. Il va se dire finalement ce que je fais est bien parce que c'est moi qui l'ai auto-évalué. C'est ça. Il n'attend pas le jugement de l'autre. C'est lui qui pense qu'il est bien et il sent que son travail, ou en tout cas l'effort, est apprécié et c'est ce qui Tout compte. à fait. Tout à fait. C'est ça Super. l'encouragement. C'est basé justement sur l'effort. À chaque fois qu'il y a un effort, on le dit d'une manière neutre, objective, sans pour autant créer euh, vraiment tout un théâtre de félicitations. C'est ça. Alors, juste pour récapituler, donc tu as parlé des étiquettes. Il faut éviter de placer des étiquettes. L'amour inconditionnel.
Et rappelle-moi le premier pour que tout le monde puisse suivre. L'encouragement. L'encouragement, tout à L'encouragement fait. pour mettre l'enfant en situation de capacité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parfait. Ben, c'est très, très intéressant et je pense que, en fait, il faut réussir à les appliquer vraiment très, très jeunes. Il faut pas les oublier et j'imagine qu'on peut faire ça. Bon, tu as dit qu'à partir de 3 ans, déjà, il y a une communication qui se met en place. Peut-être qu'avant, c'est justement l'amour inconditionnel. On peut le faire dès le début, même dès la grossesse, comme tu as dit. Les étiquettes, ben, dès que possible. Et puis, en fait, dès que l'enfant commence à communiquer, injecter ces choses-là et la confiance en soi, normalement, elle devrait se mettre en place du mieux possible. Et par rapport aux étiquettes Fatine, alors les étiquettes, que ce soit positive ou négative, c'est la même chose. Tu es D'accord. surdouée, tu es très belle, tu es courageux, donc c'est la même chose. Les deux vont avoir un effet inverse sur la confiance en soi. D'accord. Donc, éviter vraiment de dire, enfin, de le citer, en fait, de dire toi, tu es comme ci ou comme ça. Donc, rester à chaque fois neutre, entre guillemets, et l'inviter peut-être lui à dire ce qu'il pense. Exactement. Et Ok. d'ailleurs, par rapport au dessin, je reviens à l'exemple du dessin. Oui. Quand on décrit le dessin et on demande à l'enfant comment tu le trouves, il y a de fortes probabilités qu'il nous dise je le trouve très beau, je suis vraiment un grand artiste. Et là, ça sort de lui. Donc, il s'est vraiment trouvé Et un on laisse artiste. faire. On laisse faire. Exactement. D'accord. Parce que ça émane de lui, c'est l'image qu'il a eue de soi-même. D'accord. Qui est plus importante que celle que nous, on va lui donner. Tout à fait. C'est ça, c'est ce qui compte. Alors, tu avais fait un post récemment qui est hyper intéressant, qui concerne les tabous. Ça m'a particulièrement marqué parce que c'est vrai, surtout au Maroc, on a des sujets comme ça qu'on a du mal peut-être à aborder en famille, alors encore moins avec un enfant d'un certain âge. Alors, comment faire quand on est face à un enfant qui vient nous poser comme ça une question un petit peu taboue, comme la sexualité, l'homosexualité, ce genre de choses? Et si lui ne pose pas la question, si un jour vient un moment où nous, on doit en parler, comment faire pour s'y prendre avec tact et être le plus judicieux possible dans cette situation? C'est un sujet qui a suscité beaucoup d'interactions Ouais. des parents. D'ailleurs, j'ai fait avant-hier une conférence sur l'éducation sexuelle des enfants. Quand commencer, par quoi commencer et comment répondre aux questions qu'on juge tabou. Oui. D'accord? Donc, le premier point à garder en tête, c'est l'attitude du parent. Quand un enfant nous vient avec une question, euh, il n'y a pas de questions tabou, mais c'est justement cette culture qu'on a, des questions qu'on juge finalement qu'un enfant n'a pas le droit de les poser. Et c'est des situations, c'est des questions qui nous mettent dans des situations embarrassantes, j'aimerais dire. Déjà, garder le sang-froid, une attitude poker face, aucune émotion, aucune émotion, Ne pas montrer qu'on est gêné. ni choqué, ni arrête, mais d'où est-ce que tu sors ça? Va dans ta chambre, c'est pas bien. Hmm. Non. Donc là, on va susciter l'intérêt de l'enfant encore plus, qui pourrait aller chercher d'autres manières la réponse, et il n'aura certainement pas la bonne réponse. Ça de Donc vraiment une attitude zen pour pour pouvoir répondre à l'enfant. Quand un enfant va nous poser une question embarrassante, tout dépend de l'âge, on va lui rendre la question. On va lui dire, par exemple, la question classique, comment je suis née, comment je suis venue dans ton ventre. Donc là, c'est la question classique. À partir de 2 3 ans, l'enfant va commencer à s'intéresser à comment je suis née, maman. Est-ce que tu D'où m'as est-ce que je mangé? viens? Où est-ce que je viens? Est-ce que tu m'as mangé? Comment je suis arrivée dans ton ventre? Et après, comment je suis sortie? La première réponse, quand l'enfant va nous dire maman, comment je suis née, par exemple, et toi, qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Tu étais où? On va avoir une réponse et une base des connaissances de l'enfant. Déjà, savoir s'il a eu une réponse ailleurs, s'il a eu des informations de quelqu'un d'autre, et c'est à travers sa question qu'on pourrait reformuler. Il va nous dire, par exemple, oui, tu m'as montré les photos, j'étais dans ton ventre. Oui, mon chéri, tu étais dans mon ventre. C'est quand papa et maman, il y a papa et maman qui s'aiment beaucoup. Et c'est grâce à cet amour que tu étais dans mon ventre. Et point final. À partir de 3 ans, l'enfant n'a pas besoin d'avoir plus de détails. Il ne Hmm. cherche pas à comprendre l'acte en lui-même, mais justement avoir une réponse. J'étais où? Comment je suis née? On répond à sa question d'une manière simple et précise.
Petit à petit, il va commencer à me dire, par exemple, et comment je suis née, d'où est-ce que je suis née. Et là, on évite toutes les questions, les réponses chirurgicales, le bloc, la césarienne, si c'est une césarienne, ou on rentre dans le détail et la douleur et le trauma, par L'aventouse. exemple, la ventouse de l'accouchement par voie basse. Et on lui dit tout simplement que tu étais dans le ventre et tu es sorti d'en bas, ou bien tu es sorti du ventre. Et vraiment, vraiment, avec toutes les expériences des mamans et moi-même en tant que maman, l'enfant ne cherche pas une autre réponse. Il a juste besoin d'écouter quelque chose qui va répondre à une question. C'est ça. D'accord. Plus grand, quand on est un âge entre 3 et 5 ans après, déjà la première étape pour l'éducation sexuelle, justement pour éviter que ça soit une longue conversation à l'âge de 7 ans ou les 8 ans sur la conception, la naissance, les relations sexuelles et tout, on devra commencer euh, par parler de la sexualité par étapes, justement. À partir de 2 ans, l'enfant devra connaître toutes les étapes de son corps. On va les nommer comme que ce soit les parties génitales ou bien les yeux, les mains, la bouche, de la même manière. On va essayer d'introduire un vocabulaire et un langage précis et correct. On va essayer en même temps de respecter le corps de l'enfant. Ne pas lui changer la couche n'importe où, devant tout le monde. On va lui permettre justement d'acquérir cette intimité corporelle qui va le servir par la suite pour comprendre qu'il y a des parties intimes, il y a des parties qu'on voit tous, telles les oreilles, les mains, les pieds. Donc ça, à partir de 2 ans, on le met en place. Petit à petit, à l'âge de 5 ans, l'enfant va commencer à s'intéresser, surtout s'il voit autour de lui, ici au Maroc, que nous avons un environnement limite homogène. Par contre, dans des situations, dans des pays étrangers, ils peuvent clairement avoir des situations, des couples unisexes, des parents, vraiment un modèle parental différent. On va lui expliquer que pour avoir des enfants, il va falloir un homme et une femme. D'accord? Après, on mise sur les valeurs de liberté personnelle, de respect mutuel et vraiment rester on se dissocie émotionnellement de l'événement, surtout les pays européens. Ici au Maroc, on n'a pas beaucoup de cas où on est vraiment face à des questions gênantes de l'enfant, mais la sexualité commence petit à petit d'un enfant et on adopte une attitude très zen pour transmettre un message clair et précis. Pour l'histoire de la sexualité avec les enfants, vraiment les livres nous aident énormément. Les livres nous aident énormément à transmettre des notions claires, des histoires simples pour permettre à l'enfant d'intégrer cette éducation. Et pour vraiment finaliser le point, on peut profiter des situations qu'on rencontre dans la rue, une femme enceinte. On n'attend pas jusqu'à ce que l'enfant, par exemple, pose la question. Une femme enceinte, une scène de reproduction des chats, par exemple, dans le quartier. Et on invite l'enfant à développer sa curiosité. On lui dit clairement, qu'est-ce que tu vois là? Eh, maman, il y a 2 chats. Et tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Et là, ça passe d'une manière très fluide. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de gêne parce que c'est des animaux qu'on voit dans le quartier. Ils sont en train de faire des bébés. Il y a un chat mâle, un chat femelle, une chatte femelle et c'est la même chose. Et après, ils commencent à intégrer les notions de la reproduction d'une manière très ludique et très simple. C'est ça, et surtout, ça ne fait pas ça ne rend pas ce sujet quelque chose dont on ne doit pas parler à la maison. L'enfant se sent libre et peut-être qu'il ressentira la force et le courage de venir en parler quand il voudra, au lieu d'aller se cacher et chercher par lui-même et avoir des réponses qui ne sont pas forcément bonnes ailleurs. Exactement. Et déjà, c'est ça le point dangereux dans la sexualité et l'éducation sexuelle, c'est que l'enfant, quand il n'a pas ce lien de confiance avec son parent, qu'il n'arrive pas à lui poser des questions, il va forcément chercher ailleurs. Que ça soit l'entourage, l'école, les enfants sont très curieux. Ils vont pouvoir voir le corps d'une autre personne, d'un autre élève, et c'est tout à fait naturel. À un certain moment, il y a cette curiosité et cette recherche de nudité chez l'autre. On veut comprendre ce qui se passe dans le corps de l'autre. Si on n'arrive pas, nous, en tant que parents aujourd'hui, à leur fournir les réponses claires et simples
qui répondent à leurs étapes de développement par âge, ils auront une question globale à l'âge de 7 ans, 8 ans, où ils auront les capacités à demander ailleurs, à chercher sur Internet. Aujourd'hui, les enfants peuvent avoir accès à Internet, surtout avec l'école à distance, avec les téléphones, avec toute la technologie autour. Ils peuvent clairement dire, le petit mot, comment on fait des bébés, et ils auront une panoplie de photos, de vidéos qui n'ont pas un caractère éducatif. C'est ça ce qui est dangereux. Ouais, c'est ça vraiment le souci. Donc, il vaut mieux en parler avec eux, même avant que eux ne posent la question. On peut nous Tout prendre à fait. l'initiative, comme tu as dit, avec un petit livre, imagé peut-être, et expliquer les choses. Et même dans la vie courante, c'est très intéressant ça, de voir une femme enceinte dans la rue, de lui dire, oh, regarde, qu'est-ce que tu vois là, ou il y a des animaux dans la rue, etc. Donc, Ouais. effectivement, c'est vraiment pas mal. Est-ce que tu as fait face, toi, enfin, j'imagine que oui, hein, dans ton quotidien, une expérience que tu as pu vivre avec tes enfants, que ce soit lié au tabou ou rien à voir, mais juste donner un exemple d'une situation un petit peu délicate ou compliquée et comment tu as pu dépasser ça avec eux. Surtout avec Rihan, par rapport justement aux menstruations. C'était le début d'une conversation avec elle. On a grandi dans une société où les Donc, menstruations, Léam, qui a quel âge du coup? elle a 8 ans maintenant, elle a 7 ans et D'accord, demi. Et ça a d'accord, commencé quand elle avait 3 ans et demi. d'accord. D'accord. La première conversation avec Rihan autour des menstruations, elle avait 3 ans et demi. C'était à la naissance de Rihan. Et justement, la situation était, j'étais en train de me changer et elle est rentrée chez moi et elle m'a vu en train de me changer. Elle a vu vraiment du sang. Elle m'a dit, maman, tu as mal. Elle était affolée. Elle a eu peur. Elle avait très peur. Je lui ai dit, non, maman, on n'a pas mal. Je n'ai pas mal. Ça, c'est du sang parce qu'il n'y a pas de bébé dans le ventre. Hmm, Déjà, ça, pour elle, c'est quelque chose de normal. Un bébé est dans le ventre. Quand il n'y a pas de bébé, il y aura du sang. Et ça y est, ça s'est limité là. Petit à petit, elle a commencé à me dire, maman, tu as mal? Je dis, non, maman, je n'ai pas mal. Elle a commencé à me faire la remarque, maman, tu ne fais pas ta taire. Après, à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Donc, c'était vraiment crescendo. d'accord. À l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, il me disait, maman, tu ne fais pas ta prière. Oui, maman, je ne fais pas ma prière parce que justement, tu te rappelles, je t'avais parlé des règles, des menstruations. Quand on a des règles, on est fatigué, on n'a pas beaucoup de force. Et là, la prière, on n'en fait pas. Cette année encore avec Yahya qui a 4 ans et demi, maman, pourquoi tu ne fais pas Ramadan? Pourquoi tu manges? Et c'était autour de Riyam de lui expliquer. Ah, c'est pas mal ça. Et donc, pour nous, Et qu'est-ce qu'elle lui a dit alors? elle lui a dit, maman elle ne peut pas jeûner, elle ne peut pas faire la prière parce qu'elle a des règles. Tu sais, c'est quoi? C'est du sang parce que dans le ventre, il y a le petit œuf. Quand il n'y a pas bébé, ça descend. D'une manière vraiment, et c'est ça l'apprentissage. Elle a compris que c'était pas tous les jours, que c'était juste une fois une fois par mois, etc. D'accord. Surtout que ça fait pas mal. Oui, C'est lié à une finalité qui est la conception, c'est qui ça. est les bébés. C'est joli, c'est beau, il n'y a pas de douleur derrière. Et surtout qu'il n'y ait pas de tabou. Quand on part faire les courses, on part au rayon des serviettes hygiéniques, comme on part acheter de la farine, de l'eau, du lait. Alors que nous, en tant qu'adolescente, par exemple, je me rappelle qu'il y avait toujours ce côté chouma pour partir Hmm. chez l'épicier acheter les serviettes hygiéniques. Exactement, c'est vrai, hein. Ouais. Oui, il y a toujours le petit bout de journal pour emballer les Voilà, c'est serviettes. ça. Tu vas pas marcher dans la rue avec, comme si tu portais quelque chose d'interdit, alors que c'est tout à fait Oui, naturel. exactement. Et c'est ça vraiment ce qu'il faudrait transmettre aux jeunes filles aujourd'hui, c'est que avoir des menstruations, c'est pas sale, c'est pas quelque chose euh, vraiment de bizarre, de différent, mais c'est une suite logique de notre vie à un certain âge. Et c'est très important de leur dire qu'à partir d'un certain âge, vous allez vivre la même chose pour qu'il n'y ait Hmm. pas un choc. Imaginez aujourd'hui une fille de 12 ans, 13 ans qui rentre aux toilettes, qui trouve du sang La et qui n'a panique, jamais eu l'information. Elle va paniquer c'est ça. et elle n'osera même pas peut-être le dire à ses parents.
Parce que Oui, voilà, c'est justement, il n'y a ça. pas un lien de communication et de confiance entre les deux. Donc vraiment, lui expliquer la situation de manière très simple, bateau et ludique, et lui dire, tu sais, toi aussi plus tard, ça va, tu auras la même chose et ce n'est pas douloureux, ça veut juste dire que tu n'as pas de bébé dans le ventre et on s'arrête là, quoi. Si elle pose d'autres questions, peut-être on répond à la suite, mais on s'arrête là pour le moment. Tout à fait. Et quand on n'a pas de réponse, ben, on se réfère au livre. Bien, on va chercher ensemble. Moi, je n'ai pas la réponse. Par exemple, si je trouve qu'elle a posé une question qui va me poser, moi, un problème à y répondre, Ouais, je pourrais clairement lui dire, viens, on va chercher dans ce livre, dans le dictionnaire, et ça passe d'une manière limite naturelle. c'est ça. Ça te donne toi aussi le temps de réfléchir et de savoir comment gérer ça. Et vraiment, c'est ça en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est toujours mieux que de dire non, je ne sais pas, j'ai pas envie de parler de ça, on parle pas de ça, qui t'a parlé de ça? Donc, de mettre l'enfant mal à l'aise et tout de suite, bien sûr, il va se braquer et aller demander à quelqu'un d'autre ou chercher par lui-même. Il cherchera l'information de toute manière, il va partir chercher ailleurs. Donc, autant que ce soit une information qui émane du parent, de la manière dont le parent aimerait la transmettre. C'est ça. Et il comprend que le parent est ouvert à toute discussion. Il y a pas de blocage. Je peux parler de tout à ma maman, à mon papa, sans problème. C'est ça, c'est un lien de confiance qui va s'établir entre tous et surtout pour protéger les enfants par la suite des abus, des actes sexuels par la suite. Quand Bien un sûr. enfant a cette capacité de parler sexualité avec ses parents, il va pouvoir se confier par la suite. Hmm. Quand il y a un blocage, quand il y a un mur entre les deux, automatiquement pour lui, non, c'est un sujet tabou à la maison. De toute façon, si quoi que ce soit arrive, je ne pourrais pas en parler. C'est ça. Il va se renfermer, c'est ça. Donc c'est totalement mauvais, quoi. Donc il faut ouvrir la discussion dès le début, le plus vite possible, Tout et à, en parler à la maison en toute liberté. tout à fait. Donc finalement, l'éducation sexuelle ou les questions tabous, c'est pas pour éduquer seulement, mais surtout pour protéger l'enfant. Et quand Hmm. on intègre cette partie, cette notion de protection, les parents intègrent mieux l'idée de faire finalement une éducation sexuelle à la maison. Parfait. J'adore. C'est des petits outils comme ça dont les parents ont besoin pour vraiment bien gérer les choses et pas ni se faire avoir eux, mais surtout ne pas que leurs enfants se fassent avoir plus tard. C'est très important. Ouais. Euh, il y a une chose qui est vraiment sympa et j'ai vu ça un peu dans tes posts, je pense que tu en avais parlé récemment. En tout cas, on le voit dans tes stories plutôt parce que voilà, les enfants participent un petit peu aux tâches quotidiennes, que ce soit la cuisine, le rangement, des petites choses comme ça. Et surtout, ils trouvent ça amusant et ludique. C'est pas juste une tâche, va ranger ta chambre, ils prennent ça comme une corvée. Donc, comment faire pour leur donner envie de participer aux tâches à la maison et se sentir utile, vraiment le faire avec plaisir. Oui, c'est génial. Vraiment, ça nous facilite beaucoup de choses. Déjà, avant que ça soit une tâche pour les enfants, c'est un plaisir pour les parents. Parce que le fait de voir un enfant actif à la maison, ça nous fait plaisir. Au lieu de le voir juste en train de vraiment assis, à ne rien faire, à foutre le bazar et à mettre les habits partout. Non, non, ça nous met en colère. Ça, c'est Mm. naturel. Donc, un enfant déjà est né pour appartenir. Ça, c'est la base. Un enfant a deux besoins dans cette vie. Le besoin d'amour, d'importance, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour inconditionnel. Il a besoin de se sentir aimé au sein de sa famille, ou l'école, ou la société en général. Et il a besoin d'appartenir. Mm. Le besoin d'appartenance égale la contribution. Il a besoin de contribuer. Il veut se sentir utile. C'est un besoin inné chez lui. Et nous, avec le stress qu'on a, avec la pression, avec le besoin de faire vite, un enfant qui va rentrer euh, avec moi en cuisine va me demander, maman, laisse-moi t'aider, laisse-moi te laver les fruits, laisse-moi te préparer ou te dresser la table. Parce on veut faire vite, on va lui interdire ça. On va lui dire, non, va dans ta chambre jouer. J'ai pas besoin d'aide, va dans ta chambre. Pour nous, jouer reste plus important
pour un enfant, alors que non. Les activités quotidiennes font partie de l'épanouissement de l'enfant. Tous les enfants aujourd'hui nous proposent de l'aide et c'est à nous de et de leur dire oui, 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 ton aide me serait très utile, j'ai vraiment besoin de ton aide, viens, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Et à ce moment-là, on va adapter les outils de cuisine, les outils, par exemple, les couverts, les plats, les assiettes, on va mettre à sa place et à son niveau des outils pour nous aider. Donc, on va essayer d'aménager un espace pour qu'ils se sentent appartenir justement dans la cuisine. Pareil pour ranger la chambre, pour dresser la table. C'est ce qu'on appelle en fait en discipline positive les tâches significatives. C'est quoi les tâches significatives? C'est les tâches qui vont permettre à l'enfant de se sentir signifiant au sein de la famille. D'accord. Et ces tâches, on ne va pas les imposer. Ce n'est pas les parents. Aujourd'hui, on va dresser le tableau des tâches de contribution. Toi, tu vas ranger ta chambre. Moi, je vais préparer le dîner. Toi, tu... Non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est dans un climat de communication, de partage, de négociation. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et bien sûr, on va adapter les tâches selon l'âge de l'enfant. Un enfant de 2-3 ans peut très bien ranger ses jouets. Si toutefois, on lui met à sa disposition des bacs par jouet, donc c'est un travail en amont pour nous, on va lui préparer des bacs pour voitures, des bacs pour dinosaures, des bacs pour poupées, des bacs pour des briques de construction. Et c'est à lui, par la suite, de les mettre dans les endroits qu'on avait spécifiés. Et vraiment, le rangement devient un jeu. Ça commence d'une manière très ludique. Quand on termine de jouer avec les enfants, on peut très, très bien imaginer une scène. Les petits dinosaures, ah, mais tu vois, les petits dinosaures ont peur, ils ne veulent pas rester tout seuls dans la jungle. On va les aider à retrouver leur caverne ou bien leur grotte. On va les aider à se cacher. Et l'enfant va être vraiment très enthousiaste. Il va prendre ses petits dinosaures. Allez, hop, hop, on va faire la course qui va arriver en premier. C'est de cette manière-là qu'on va intégrer le rangement dans le jeu. Pareil pour la cuisine. On va les aider à nous accompagner d'une manière très simple. Tu vas, par exemple, je dis du n'importe quoi, peut-être prendre les sets de table, d'accord? Tu vas m'aider à les enrouler. Je sais que ça va lui prendre 5 minutes, 10 minutes pour les faire. Entre-temps, moi, je pourrais faire autre chose. Mais pendant le temps où il est en train de rouler avec les sets de table, il va être fier de lui. Après, il va me les remettre d'une manière faite aléatoire, c'est pas bien enroulé. C'est pas grave, on va les prendre, on va pas faire à sa place. Et ça, c'est un point qui revient souvent. Un enfant à qui on demande de faire son lit, par exemple. Il va faire sa couette, il va poser le coussin à l'envers, la couette pas bien rentrée, pas bien faite. Et après, on va lui dire très, très bien, mais en même temps, on est en train d'arranger la couette devant lui. Quel est le message qu'on lui transmet? Ça joue aussi sur la confiance en soi, cette chose-là, non? Exactement. Quel est le message qu'on lui transmet? De toute façon, tu ne peux pas le faire tout seul. Il y a toujours quelqu'un derrière toi pour le faire. Et donc, je n'appartiens pas comme je le veux. Donc, on laisse comme c'est. On laisse comme ça. On pourrait par la suite l'encourager tout en lui disant, tu sais, tu peux être fier de ce que tu as fait. La dernière fois, tu n'arrivais pas à faire le coussin de cette manière. Là, tu l'as posé au bon endroit. Petit à petit, tu pourras faire rentrer les couettes, par exemple la couette, le bord du lit. C'est étape par étape. Voilà, c'est ça. On oublie souvent que les enfants, c'est des enfants. Ils n'ont pas les capacités d'adultes. Pareil pour le set de table, pour les couverts. Un enfant qui va poser l'assiette, les couverts tous à droite, par exemple. Moi, je vais venir, ah, c'est très bien ce que tu as fait, je suis fière de toi, les compliments, et je remets le couvert à sa place. C'est ça. Pareil. Donc, vraiment rester dans une approche... on dit quelque chose et on a prouvé le contraire. Tout à fait. Exactement. Le message n'est pas clair entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il y a une confusion chez l'enfant. C'est ça. Donc, vraiment, les tâches quotidiennes, les tâches de cuisine, la participation est un besoin inné. On va essayer de l'introduire d'une manière très ludique et surtout
être dans l'acceptation. Mon enfant va préparer un cake avec moi, je vais préparer les ingrédients, mais je suis prête et préparée que ça soit 1 heure de travail. Moi, je le prépare en 15 minutes, ça va nous prendre 1 heure. Donc déjà, se préparer en avant, avoir tous les outils devant nous, pas la peine d'aller chercher les œufs, le beurre, le lait à chaque fois et on laisse l'enfant tout seul. Soyez sûr qu'il va en mettre partout. Donc déjà, être préparé et accepter les étapes de l'enfant. Il va peut-être renverser tout doucement. Il va en mettre sur le plan de travail. Et c'est ça, c'est l'acceptation et se détacher du rôle de l'adulte et se dire finalement, on est là pour l'aider à acquérir des compétences. Si on veut par la suite que ce soit un enfant, un adulte dans 10 ans ou bien dans 15 ans, autonome, responsable, épanoui, quelqu'un qui est actif dans sa société, ben, il va falloir commencer par les tâches au quotidien et aider l'enfant justement à participer au sein de la maison. C'est ça, et il verra ça comme une activité. Ça devient une activité avec l'enfant. Ce n'est plus juste faire une tâche ménagère ou quoi. C'est passer du temps avec son enfant. C'est deux en un, en fait. Et c'est tout bénéf pour tous les deux. Lui, il apprend, il participe, il se sent utile. Et nous, on a un moment privilégié avec notre enfant où on se rapproche de lui et on lui montre qu'on l'aime et qu'on l'apprécie. Donc, je pense que c'est effectivement, il n'y a pas mieux. Tout à fait. Et si jamais, parce que quand ils sont jeunes, ils ont envie de faire ces choses-là, ils veulent participer. Et dès qu'ils atteignent un certain âge, non, je préfère jouer, je n'ai pas envie de faire ça. Est-ce qu'il faut respecter ce genre de choses ou au contraire essayer de les motiver à rester dans l'aide à la maison? Et c'est là le rôle des tâches significatives, vraiment dont j'ai parlé tout à l'heure, le tableau, c'est les règles. On est dans la bienveillance, on laisse l'enfant nous aider, mais on est dans la fermeté pour respecter des règles. La règle dit que tout le monde participe dans la maison, eh bien, tout le monde va participer, chacun aura une tâche. Si la tâche n'est pas respectée, donc il y aura une conséquence logique, c'est ce qu'on appelle en discipline bienveillante la sanction éducative. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de discipline sans sanction. D'accord? Donc, ça, c'est la base. C'est une sanction éducative ou ce qu'on appelle une conséquence logique. Tu n'as pas rangé tes jouets, ben, ta chambre va rester comme ça de un. Si ça m'arrange, si moi, je ne vois pas d'inconvénient que la chambre reste comme ça de un. Le deuxième point, c'est des règles qu'on aurait établies avant. Donc, c'est ça le point à garder en tête. La conséquence logique, c'est des points qu'on met ensemble avant. On se met d'accord sur ces points avant la situation problématique. Donc, la règle dit qu'on va ranger la chambre. D'accord. Quand je vois que la règle n'est pas respectée, donc là, il y aura une petite communication avec l'enfant, un petit temps d'échange. Alors, Riham, je remarque, je vois que ces derniers temps, à chaque fois que tu joues dans ta chambre, la chambre n'est pas rangée, tu ne ranges pas ta chambre. Cela me dérange. Moi, je me sens frustrée et agacée de voir à chaque fois la chambre dans cet état. Et pourtant, la règle dit que quand on termine de jouer, on met les jouets à leur place. Ouais. Et on attend le feedback de l'enfant. Ça, vraiment, à partir de 4 ans, 4 ans et demi, l'enfant vraiment est dans cet esprit de communication. Il va me dire, par exemple, oui, maman, mais tu sais, moi, j'aime pas ranger, moi, je suis fatiguée de ranger, j'ai pas envie de faire. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes? Dans tous les cas, moi, j'ai besoin d'avoir une maison et d'avoir un cadre rangé. C'est la solution qui t'arrange et qui m'arrangerait. Alors, maman, je crois qu'il y a beaucoup de jouets dans cette chambre. Moi, j'ai pas envie d'avoir tant de jouets. Un exemple. Et c'est là où on pourrait mettre un système de rotation. Très bien, on va enlever les jouets que tu n'aimes pas. Par exemple, elle va vider tout le bac pour trouver une seule poupée. Donc, l'objectif, c'est de cacher tout le bac, de le mettre de côté et de réorganiser la chambre. Si jamais ces solutions ne marchent pas, il y aura toujours la communication. Il faut savoir qu'une règle, même si elle est posée en concertation avec l'enfant, elle ne sera jamais respectée à 100%. Donc ça, c'est une évidence. Quand on part de ce principe, on est moins frustré. Et on va essayer d'équilibrer nos attentes par rapport à l'enfant. Et ne pas rester toujours dans le contrôle, dans le suivi, dans la critique. Tu n'as pas fait ça. Des fois, il est préférable de fermer l'œil, comme on dit, de laisser passer et de choisir le bon moment
pour introduire l'apprentissage. Mais pas pointer du doigt à chaque fois. Laisser passer de temps en temps. Comme ça, l'enfant aussi se sent pas toujours comme s'il est contrôlé à tout bout de champ. Ok, Exactement. d'accord. C'est top. Et du coup, la maman, elle a un rôle, tu vois, qui est très, très important dans l'éducation de l'enfant parce que c'est quand même la mère, elle l'a porté pendant 9 mois. Mais le papa aussi a un rôle qui est très, très important au sein de la famille, au sein du foyer. Et ce, dès la naissance, même dès la grossesse. Tiens. Alors, comment on fait pour différencier le rôle du père et de la mère dans l'éducation des enfants? Est-ce que chacun a un rôle particulier? Est-ce qu'il faut au préalable se mettre d'accord sur des principes et comment se répartir les rôles? Donc, quelle est un peu la méthode, enfin, des choses qu'on peut mettre en place pour différencier le rôle du père et de la mère dans l'éducation? Ils ont en fait le même rôle. Vraiment, c'est le même rôle. Il y a une citation que j'aime beaucoup, celle qui dit qu'un père qui éduque son enfant ou qui prend soin de son enfant n'est pas en train d'aider la maman. Il est en train de vraiment faire un rôle naturel. C'est son rôle d'éduquer et d'accompagner l'enfant. Donc ça, c'est une évidence. On a les mêmes responsabilités, les mêmes tâches, avec des degrés peut-être d'autorité, de fermeté, d'empathie. Et cet instinct maternel, en fait, qui va faire en sorte que la maman, peut-être, elle est plutôt dans la bienveillance et le papa a ce caractère ferme, mais pas autoritaire. Donc ça, c'est la nature des deux parties. Mais après, l'idéal serait de se mettre d'accord sur une approche éducative, avoir le même projet parental. On ne va pas être d'accord sur tous les points. On ne peut pas être d'accord sur tous les points, mais il y aura certainement des principes sur lesquels on va se mettre d'accord. Par exemple, le respect, le mensonge, les violences physiques. Donc là, c'est des principes que j'estime importants à garder, que ça soit homogène entre le père et la mère. Déjà, ça va refléter une image harmonieuse à l'enfant. Il va se dire, tiens, voilà, même si je demande par exemple à voir la télé à maman, elle va me dire non. Et je pars chez papa, il va me dire d'accord, tu peux voir la télé, de toute façon, moi, je n'ai pas envie de jouer ou de me casser la tête à faire autre chose. Donc là, il y a un déséquilibre. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent manipulateurs, ils en tirent profit. Et ça crée une confusion chez l'enfant. Il n'y a pas cette vision globale. Papa et maman sont sur la même longueur d'onde. Après, il y a certaines situations qu'on pourrait facilement adapter à l'enfant, que ce soit l'enfant, le parent ou le père ou la mère. Donc là, c'est la base, avoir les mêmes principes. Si jamais il y a eu un malentendu, et c'est très normal, le père a dit oui, la mère a dit non, on ne remet pas en cause la parole du parent, de l'autre parent devant l'enfant. Vraiment rester dans le respect de la vie de l'autre. Si la maman a puni l'enfant, par exemple, et que le papa n'est pas d'accord, il pourra tout simplement parler à l'enfant, lui dire, écoute mon enfant, ta maman t'a puni, par exemple, elle t'a envoyé au coin, donc une habitude de la discipline traditionnelle, elle t'a envoyé au coin, elle a cru bien faire. Pour elle, c'est la bonne manière, c'est la bonne façon pour t'expliquer quelque chose. Son amour est toujours là. Peut-être je ne suis pas d'accord avec l'approche, mais la bonne intention de ta maman est vraiment là. Son amour n'a pas changé. Et imaginez un enfant qui reçoit ce message. Est-ce qu'il aura un sentiment de haine ou de colère envers sa maman? Il y aura de l'empathie. C'est vraiment ça, c'est un respect qu'on transmet à l'enfant. Après les disputes, les cris, non, tu n'aurais pas dû, non, c'est moi le père, c'est moi qui ai dit. Donc vraiment à bannir devant l'enfant, ça crée déjà de la peur, la colère, et on va imprégner l'enfant d'un modèle familial qui n'est pas sain. Que finalement, pour régler un problème, dès le début. Tout à fait. Et on va lui dire clairement que pour traiter un problème, c'est la violence qui prime. C'est ça. Donc vraiment montrer on est une équipe, on est d'accord, on a des principes et des valeurs et on cherche à les inculquer à notre enfant à la maison. Donc on se met d'accord sur ces principes de base. Et j'imagine qu'au fur et à mesure, on va devoir ajouter d'autres principes qu'on avait oubliés ou dont on n'avait jamais parlé.
et on se met d'accord en interne et ensuite face à l'enfant, c'est une autre image qui se joue. Tout à fait. Petit à petit, on va inculquer des principes et cette joie à vivre en famille. Après, il y aura certainement des différents, on n'est pas des différents des problèmes et des différences d'avis. Donc, c'est la même chose. On ne peut pas avoir le même projet, mais on essaie de le cadrer d'une manière respectueuse. Et mis à part ça, il n'y a pas vraiment de règles dans la maman, elle s'occupe plus de l'éducation liée à ce type de sujet, le papa à ce type de sujet. C'est vraiment, tout appartient à tout le monde, il n'y a pas de règles, mais les principes sont communs. Exactement. Il y a un tout petit point sur ce côté. Quand la maman qui s'occupe d'une réponse, c'est vraiment à partir de 10 ans, 12 ans, si la fille demande une question qui émane du domaine de l'éducation sexuelle à son papa, à ce moment-là, il va l'orienter vers sa maman. D'accord. Et vice-versa. C'est le seul point où on dit, chez tous les experts aujourd'hui de la psychologie et du développement de l'enfant, quand l'enfant du sexe opposé, quand l'enfant pose une question au sexe opposé par rapport à sa sexualité, il vaudrait mieux lui vraiment l'orienter et le diriger vers l'autre part. Comme ça, il y a une réponse adéquate. Mais après, tous les domaines sont pour le papa et pour la maman, et vraiment avec beaucoup d'équité et d'équilibre. On se répartit les tâches dans le respect et on essaie vraiment de se mettre à la place de l'autre. Quand le papa n'est pas disponible, ben c'est la maman qui va faire son rôle de maman, pas le rôle de papa et maman, chacun son rôle. Même dans les familles où, par exemple, le papa est toujours absent, ou bien la maman qui est toujours en déplacement, où là, le papa n'est plus là, donc un papa décédé, ou là, vice-versa. Donc, la maman ou là, le papa garde le rôle, on ne va pas intégrer les deux rôles. Donc, vraiment, pour que l'enfant on ne se surcharge pas d'une responsabilité qui n'est pas la nôtre, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. C'est très intéressant tout ça et j'adore vraiment ces petits conseils parce que ça aide en tout cas à avancer et mieux visualiser les choses pour ne pas avancer dans le flou. Du coup, est-ce que tu as peut-être des recommandations que tu pourrais donner aux jeunes parents qui commencent à peine ou presque leur vie dans cette nouvelle aventure de cette parentalité, voire même des futurs parents qui vont bientôt l'être dans pas très longtemps? Oui, déjà, j'adore ton esprit absorbant. À chaque fois qu'on termine une réponse, je te vois vraiment en train d'absorber toutes les informations. C'est le but parce que c'est très intéressant. Donc, vraiment, j'assimile les infos. Oui. C'est quelque chose qui va servir aux auditeurs, mais aussi à moi-même parce que voilà, ça arrive bientôt. Donc, on se prépare et oui, c'est très intéressant tout ça. Justement. Déjà, la première recommandation, ce n'est pas un conseil, mais vraiment, tous les métiers au monde aujourd'hui s'apprennent, que ce soit éducateur, que ce soit un chauffeur de poids lourd, que ce soit un médecin, ingénieur, architecte, tous les métiers du monde, il y a des formations adaptées. Sauf le métier le plus important, qui est être parent. Donc, être parent aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. On a juste besoin de chercher l'information sur Internet, sur des livres, à travers des conférences gratuites, des ateliers gratuits. Il y a des experts qui partagent beaucoup d'informations justement pour accompagner ses parents à vivre et à bien vivre cette parentalité. Le but n'étant pas de rester dans un modèle de perfection, mais justement pour avoir des bases, pour comprendre pourquoi mon enfant pleure, qu'est-ce qu'il a quand il fait un tel ou un tel comportement, pourquoi mon enfant ne m'écoute pas, pourquoi, vraiment, pour avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Ça de un. Et la deuxième chose, ne vous comparez à personne. Vous êtes le parent parfait pour votre enfant. Vous êtes la maman et le papa et vous savez vraiment quoi faire avec votre enfant. Ne vous comparez pas. Demandez de l'aide, oui, mais ne cherchez pas à être parfait. Vous ne pouvez pas l'être et vous ne devez pas l'être. Suivez votre instinct, écoutez votre intuition et vous allez bien faire les choses. Il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas à l'image de ce que vous voulez être. C'est ça. Et chaque expérience est différente. Ça ne sert à rien de chercher la perfection parce qu'elle n'existe pas.
Et comme tu l'as si bien dit au tout début de l'épisode, ça ne sert à rien d'essayer. Au contraire, c'est bien de faire des erreurs et ensuite d'aller se racheter et montrer que voilà, Absolument. maman a fait une Absolument. bêtise et elle s'en veut. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça, etc. Donc, pas aller Tout chercher à à être vraiment nickel chrome parfait et ça n'existe pas. Donc, on fait de notre mieux, on ne se compare pas aux autres et on avance du mieux possible. Et on s'accorde Et on du s'accorde du temps temps. pour apprendre cette nouvelle aventure. On ne peut pas être un parent qui sait tout le premier jour, mais petit à petit, on va assimiler toutes les informations et on n'aura jamais toutes les informations. On apprend grâce à nos enfants et on s'élève à leur niveau. C'est pas l'inverse, mais vraiment, c'est aux parents de s'élever au niveau des enfants. Ça, on se coach nous-mêmes et finalement, ce sont eux nos professeurs. On apprend avec eux, on fait face à des situations qu'on ne connaissait pas. Surtout quand on est parent pour la première fois, pour le premier enfant, on se dit, bon, c'est une expérience que j'ai jamais vécue, comment faire? La seule expérience qu'on a, c'est celle qu'on a vécue, nous, de ce qu'on a pu voir avec nos propres parents. Mais je pense qu'il faut se détacher un peu de ce modèle-ci et vraiment appliquer le nôtre et suivre notre instinct et tout ira pour le mieux, se corriger au fur et à mesure sans se mettre la pression pour enfin déculpabiliser et mieux avancer avec ses enfants. C'est génial. J'adore en fait parce que c'est des questions qui sont importantes dans l'éducation. J'ai essayé de toucher un petit peu à tout, donc les tabous, l'éducation positive, les tâches ménagères à la maison, comment la confiance en soi, donc des choses qui sont quand même primordiales. Et c'est vrai qu'au Maroc, on a ce schéma d'éducation bateau, fais ceci, fais cela, si tu le fais pas, t'es puni, viens ici, on crie, voire même les parents qui peuvent frapper leur enfant. Donc c'est vraiment, c'est pas bon du tout. Et c'est bien d'avoir un petit peu cette image, enfin, de cette éducation positive, parentalité positive, pour donner les outils aux parents de mieux faire. Même s'ils ont eu eux-mêmes une expérience difficile pendant leur propre éducation, mais au moins maintenant se dire d'accord, mon éducation n'était pas parfaite, c'était pas génial, il y a eu des bons, il y a eu des mauvais moments, mais maintenant j'ai envie de faire l'effort de mieux faire avec mes enfants et maintenant j'ai quelques outils pour y arriver petit à petit. Donc c'est vraiment top. Je te remercie énormément Haja pour m'avoir accordé du temps et répondre à ces questions. Je suis sûre que nos auditeurs vont adorer l'écouter et appliquer surtout ce genre de choses à la maison avec leurs enfants petit à petit et qui reviendront vers nous avec des petits retours d'expérience. Merci encore d'avoir été là. Et puis, je te souhaite une très très bonne journée et à très bientôt. Merci Patine, c'était vraiment génial de partager ce moment.